Bonjour, aujourd'hui je suis à Bijorca et j'interviewe Thomas Braque de la Perrière. Alors ça, je ne peux pas l'inventer. Je préfère que ce soit lui qui le dise. Le bruit que vous allez entendre sûrement, c'est parce qu'on est chez Paul, dans la buvette. Il y a du bruit, on a même la sono au-dessus de la tête. Donc on va essayer de se faire entendre. Je vais laisser tout de suite la parole à Thomas pour qu'il me dise ce qu'il fait. Alors, bonjour. Je ne sais pas si on dit ça dans un podcast. Bonjour, bonsoir, ça dépend. Je m'appelle Thomas Braque de la Perrière. Je suis graveur héraldique. Donc je fais de la gravure main sur des bijoux, principalement pour des chevalières. C'est pour ça qu'il y a héraldique. On en parlera peut-être tout à l'heure. Je suis installé à Nantes depuis 2 ans, en indépendant. Ça fait 13 ans que je fais de la gravure. Et puis, est-ce que je commence par mon parcours ? On va parler. Alors moi, je me suis arrêtée tout de suite à ton stand parce qu'il y avait des pierres, il y avait des bagues, il y avait des motifs, des dessins que je trouvais superbes. Et le nom héraldique m'a parlé parce que j'ai rencontré une brodeuse d'or qui fait des motifs héraldiques. Et j'ai trouvé. Et au début, je ne connaissais pas bien ce terme-là. Je savais pas. C'est elle qui m'a expliqué. Alors je veux bien que tu expliques un petit peu parce que c'est pas toujours facile à savoir ce que c'est. Alors en fait, les blasons, ça vient à peu près du XIe siècle. Les historiens se battent un peu dessus pour l'instant, mais en fait, autrefois, les chevaliers étaient masqués par un casque. Et du coup, il fallait les reconnaître. Donc on a pris comme habitude de peindre leurs boucliers et leurs vêtements aussi, avec leurs couleurs en fait, comme une équipe de foot presque, mais chacun avait sa propre couleur. Et c'est resté en fait de famille en famille, un blason qui définit. Aujourd'hui, c'est la famille. Autrefois, c'était vraiment un individu. Et en fait, héraldique, ça vient du mot héros. Héros, c'était finalement le diplomate qui annonçait les tournois, les chevaliers dans les tournois, qui annonçait ceux qui se présentaient à la cour en disant voilà, c'est tel chevalier au lion d'or, et c'était ainsi qu'on définissait les personnes. Donc le mot héraldique vient de ce mot héros, avec H-E-R-A-U-L-T de mémoire. Et un graveur héraldique, donc ça va être un graveur qui va graver des blasons familiales sur des chevalières. Il se trouve que ça résume, c'est qu'une partie de mon métier. Mon métier en soi, c'est graveur main. Mais il y a la gravure taille douce, c'est juste en 2 dimensions, c'est-à-dire qu'on va faire juste un dessin en surface, mais ça peut servir pour l'impression, ça peut être pour décorer des couverts. Donc je fais ce genre de choses aussi. C'est juste que la gravure héraldique, ça sous-entend qu'il y a du volume dans ma gravure. C'est de la microsculpture finalement. C'est ça, on va plus dans l'intaille, on va plus dans le détail, on va plus dans l'intaille, on va plus dans le métal. C'est dans la profondeur qu'on travaille, vraiment en termes de microsculpture. Donc aujourd'hui, en France surtout, on a quand même se passer sur ce métier-là. Et graveur héraldique, ça sous-entend qu'on sait faire aussi bien de la taille douce que de la gravure en modelé. On parle de ton parcours. Comment tu rencontres ce métier-là ? Comment tu arrives là ? Alors moi, parcours assez simple, bac littéraire. Après, j'ai fait une école de dessin, 4 ans d'école de dessin. Je voulais faire du dessin animé à la base. Mais j'ai fait une belle école à Lyon qui m'a permis de savoir faire du dessin anatomique, classique, et en même temps tout ce qui était logo, infographie 3D. Sauf que je voyais les anciens élèves, j'étais en 2e année à peu près, qui étaient bien meilleurs que moi, qui sortaient de l'école et qui étaient à mi-temps à la Fnac chez Auchan pour joindre les 2 bouts, et alors qu'ils avaient de l'or dans les doigts. Mais parce que c'était trop nombreux. Donc je me suis dit, il faut que je trouve un plan B. Et mon père me dit, va voir ce graveur héraldique, ce métier, il est vachement bien, il va t'intéresser. Donc j'ai écouté mon père, j'y suis allé au bout d'1 an et demi. Et j'ai adoré j'ai rencontré quelqu'un de formidable en fait, qui était vraiment passionné par son métier, qui était du coup en train de, quand je suis allé dans son atelier, graver une chevalière héraldique avec un blason. Il avait aussi en attente un katana où il devait graver un kanji, donc un symbole japonais sur la lame, et également une montre où au dos de la montre, il devait graver un Kamasutra. Et je me suis dit, ce métier est fait pour moi. La diversité Oui. ou le... Non, pas le Kamasutra uniquement, même si c'est très intéressant. C'est plutôt en fait, on est dans le dessin. On est sur des objets précieux, sur des objets qui restent. Ça, j'aime beaucoup parce que ça a du sens en fait. Il n'y a pas vraiment de gomme dans nos métiers. Il y a toujours des astuces, mais normalement, il n'y a pas vraiment de gomme. On grave le métal. On n'a pas CTRL-Z comme en informatique ou POM-Z, ça dépend de l'outil que vous utilisez. Et il faut faire des gammes comme un instrument de musique. En fait, c'est vraiment l'artisanat, c'est comme la musique. Il faut faire beaucoup de gammes avant d'arriver à sortir quelque chose. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu un jeune qui fait du violon. J'en ai fait, donc je sais ce que c'est. C'est extrêmement agressif.
Et ben, C'est pareil. même difficile Oui, c'est difficile. pour l'oreille. Oui. Et ben, la gravure, c'est à peu près pareil. Là, je fais actuellement, je donne des petits cours d'initiation à une école à Saumur. Et je leur explique que le début, en fait, c'est compliqué. On fait des gammes, donc on apprend déjà à affûter son outil, on doit faire des lignes droites, puis des courbes, et petit à petit, on va aller vers du lettrage, vers du dessin. Mais ça prend du temps. En artisanat, on dit toujours qu'il faut 10 ans ou 10 000 heures pour faire un bon artisan. On est sur... Oui, c'est vrai. Moi, ça fait 13 ans que je grave, ça fait 2 ans que je suis indépendant. Donc je me sens mûr, effectivement, c'est vrai, au bout de 11 ans de gravure. Et encore, je savais dessiner avant d'arriver à faire de la gravure. Donc je suis passé par un cours, non pas par un... C'est un bon lien de faire d'abord le dessin, de savoir la reproduction, des choses comme ça, pour aller après vers la... C'est exactement ça. C'est grâce à mon professeur à l'école Boulle, parce que du coup, après l'école de dessin, j'ai réussi à rentrer en formation pour adultes à l'école Boulle à Paris. C'était compliqué parce que j'avais plus de 21 ans, donc je pouvais pas rentrer. C'est comme un lycée professionnel, l'école Boulle. Et donc moi, contrairement aux autres élèves, j'ai payé ma formation, enfin, papa, que je remercie. Mais c'est surtout grâce à mon professeur qui a vu que je savais faire du dessin, qui a senti que j'avais l'envie, que je pouvais faire ce qu'il fallait, c'est-à-dire faire des gammes, faire des plaques et des plaques et des plaques de lettrage. J'ai écouté ce qu'il m'a dit, j'ai trouvé quelqu'un après qui m'a formé, un patron qui m'a formé pendant 3 ans. Sur Paris? Sur Paris. Et c'est vraiment ces 2 personnes qui m'ont, donc on va les citer, c'est Marc Robert, le professeur à l'école Boulle, et Jean-Jacques Vignier, qui était mon ancien patron. C'est vraiment eux qui m'ont vraiment appris la gravure. Après, mon parcours a fait que je suis parti en Suisse pendant 5 ans en haute horlogerie. Pour quel genre de maison? En fait, pour toutes les maisons. On était cadrannier d'art dans cette entreprise. Et là, je faisais tous mes métiers. Je faisais le dessin, l'infographie 3D et la gravure. On était 6 graveurs, donc j'ai beaucoup appris avec d'autres graveurs, mais j'étais le seul designer. Et ça permettait en fait d'être un designer qui sait quel va être, ce qu'il va dessiner, comment ça va être fait concrètement, de pouvoir anticiper un maximum de choses et gagner beaucoup de temps. Ah oui, en règle générale, c'est le contraire. C'est-à-dire le dessinateur est tout seul sur sa planche et ce sont les autres qui se mettent à son service. Toi, tu avais le savoir des autres aussi. En fait, l'objectif était de mettre en valeur le travail d'artisan que je connaissais. Je connaissais moins la gravure, mais j'ai testé d'autres matériaux, enfin d'autres métiers comme l'émail, la marqueterie. J'ai testé les métiers qu'on avait dans l'entreprise. On avait vraiment des artisans. Il y a toujours, cette entreprise existe toujours. Ils sont plusieurs entreprises comme ça à Genève, avec plusieurs métiers. En plus, le côté suisse, la rigueur suisse et la qualité très haut de gamme. Donc c'était très intéressant pour ça. J'ai beaucoup appris là-bas et c'est surtout que j'ai travaillé pour plein de maisons, donc des univers différents. C'est compliqué de citer des marques, mais en gros, on travaillait pour... Enfin, on les connaît, ce sont tous ceux qui font la haute horlogerie en Suisse avec leur salon. Ils ont toujours des modèles à proposer chaque année. C'était des mini-tableaux en fait en relief avec il y avait de l'émail, de la gravure. Tous les métiers anciens, certaines fois ils les utilisent aussi pour faire sur des montres, montrer leur savoir. Après, on avait aussi des métiers qu'on n'avait pas dans l'entreprise. Donc on travaillait pour toutes les grandes maisons. Et ce qui était donc chouette, c'est que j'étais obligé de connaître les métiers. Donc j'ai comme ça découvert des métiers comme la plumasserie. On n'avait pas ça, mais du coup c'était intéressant de pouvoir travailler avec ça, connaître un peu les pierres, par exemple savoir comment on va rendre l'aventurine, essayer de faire des effets waouh, juste parce que c'est le principe, l'effet waouh c'était d'avoir quelque chose que les autres n'ont pas. C'est toujours le principe sur les salons en horlogerie, on fait quelque chose de nouveau. Et ce qui était très intéressant, c'est que quand on fait quelque chose de nouveau, forcément on va se planter. Parce que ça n'a jamais été fait. Si ça n'a pas été fait, c'est qu'il y a une bonne raison. Soit parce qu'on n'a pas eu l'idée, soit parce qu'il faut trouver les astuces. Techniquement. La micro-marqueterie, par exemple, nécessite d'avoir un ciment très particulier, légèrement élastique, pour pouvoir coller, mais en même temps que ça ne se décolle pas si on secoue la montre. Non, puis c'est dans une montre. Le centimètre carré, il est minuscule. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est l'univers de la montre, c'est qu'on a des contraintes énormes. Si vous demandez à quelqu'un d'être créatif et de lui dire « dessine-moi quelque chose sur une feuille de papier », on n'y arrive pas. Si on lui dit « dessine-moi une girafe », il va y arriver facilement parce que on sait à quoi ça ressemble, même si elle n'est pas bien faite, mais elle sera toujours différente du voisin, et c'est ça qui est intéressant. Et ce que j'ai beaucoup aimé du coup dans l'univers horloger, c'est l'ensemble des contraintes et d'arriver à être le plus créatif possible, être associé finalement, mettre les ingrédients et faire la meilleure sauce possible avec ce qu'on a comme élément. La difficulté étant presque un critère, quoi. C'est ça, mais en fait, c'est une aide finalement. Le fait d'avoir une contrainte, c'est comment on est suffisamment malin pour arriver à sortir de ça, comment on peut faire pour mettre en valeur tel ou tel artisan, tel ou tel métier, telle ou telle pâte, parce par exemple, il y avait une émailleuse qui avait un style
J'avais remarqué qu'elle faisait toujours des petits croquis à côté pour tester sa peinture. Elle avait un côté crayon de couleur, mais avec de l'émail. Et je trouvais ça intéressant d'essayer de proposer quelque chose, du coup, de l'émail version crayon de couleur. C'est intéressant d'essayer de partir sur des... Mais comment c'est possible? C'est dans la légèreté du trait, dans la cuisson, dans quoi? Elle avait un truc naturellement, elle avait un style qui m'évoquait ça, et je me dis on peut exagérer ça pour obtenir vraiment un effet un peu enfantin sur une montre haut de gamme. Alors je sais pas si la montre a été faite au final, parce que je suis parti depuis. Mais voilà, j'avais fait un peu le tour de l'entreprise. Je n'aimais pas trop la région. Je n'étais pas très montagne. Les Suisses, le coin n'est pas toujours facile. On y va et on n'y reste pas toujours. Non, D'expérience vécue par d'autres. Oui, mon expérience, c'était plus le côté régional qui me plaisait pas. Je voulais plutôt être dans les pays de l'Ouest avec mon épouse. Donc on a cherché à partir. On s'est retrouvé du coup à Nantes. C'était près de Pays de la Loire, près de la Bretagne. C'était parfait pour nous. Pas trop au sud. Très bien. Et il n'y avait pas de graveur, parce qu'on n'est que 15 à faire mon métier à peu près en France, dont à peu près 7, 8, peut-être même 9 retraités qui continuent à graver à côté, mais donc qui sont quand même présents sur le marché. Donc autant pas être dans la ville où il y a déjà quelqu'un. À Nantes, il n'y avait pas depuis à peu près 30 ans de graveur. Et l'idée du coup c'est de m'installer, donc ça fait 2 ans, faire le métier traditionnel qui se perd, du coup la gravure héraldique, les médailles de baptême, les alliances, les chevalières j'avais déjà dit, mais ça peut être sur des briquets, des boutons de manchette. Après, tout support peut être utilisé. C'est répondre à la demande. C'est plutôt des matériaux précieux parce que c'est du temps passé. Et le temps passé, en soi, moins cher qu'un plombier à l'heure. Je suis vraiment moins cher qu'un plombier, mais alors que c'est pas juste parce qu'il y a la rareté de mon métier, il y a mon expertise, le fait qu'il n'y ait pas de gomme. Mais du coup, l'idée, c'est d'abord de répondre à une demande. Il y a un besoin, donc je travaille beaucoup avec des professionnels ou des particuliers. Et l'idée aujourd'hui, c'est de commencer à proposer des choses qui soient plus de mon univers, d'aller travailler avec d'autres métiers d'art, un ébéniste, un luthier, un coutelier, un designer papier, et essayer de proposer des choses par des collaborations, des choses qui n'existent pas. Il y a des choses à faire en fait. L'artisanat est vraiment pas mort. Non, les métiers d'art sont... Même du fait qu'on les a maltraités pendant un petit temps, sont en train de renaître de leurs cendres et différemment avec des jeunes générations, des générations différentes et qui voient les choses aussi différemment. En fait, moi j'aimerais vraiment mettre en valeur l'artisanat d'art dans le bon sens du terme, pas juste faire des photos en noir et blanc parce que ça passe bien et parce que c'est... Jolies mains. Voilà, avec les mains en noir et blanc en disant... Ah, regardez, vous avez vu comment c'est beau. Voilà, ou un designer horloger, on va prendre en vidéo, il va faire une montre tout de suite du premier coup, alors qu'en fait non, ça marche pas comme ça en fait. Ça met des années. C'est ça, on fait pas un croquis comme ça en claquant des doigts et ça fonctionne. C'est beaucoup de recherche. Donc en parler sincèrement, expliquer que ça prend du temps. Avec les réseaux sociaux, on a aujourd'hui, il faut faire la vidéo en 1 minute pour expliquer ça, alors que nos métiers prennent du temps. Donc volontairement, j'essaie de faire des vidéos qui durent un peu plus longtemps quand j'en fais, pour expliquer qu'on prend le temps. Donc je passe bien longtemps à faire mon copeau de métal pour expliquer. Bah voilà, on peut pas se presser en fait. On prend le temps de bien faire les choses. On essaie de faire les choses comme si on était le seul consommateur, en ayant le service client au cœur des préoccupations. Donc c'est ça qui est important. En fait, on me dit, nous on fait de l'artisanat d'art parce qu'effectivement ça fait partie des 281 métiers référencés par l'INMA. Donc c'est un métier d'art en soi. Mais qu'est-ce qui fait? En quoi ça se distingue de l'artiste? Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, je pars un peu sur tout, mais non, mais ça me va, moi, on a le temps et on est bon. Aujourd'hui, il y a beaucoup de salons de métiers d'art qui se créent de plus en plus. Et ces salons de métiers d'art comme il n'y a pas assez de place pour remplir tous les espaces, que parfois des artisans d'art n'ont pas besoin de sortir de leur atelier pour aller présenter leur métier parce que ils ne le souhaitent pas non plus parce qu'ils ont du temps, ils n'ont pas de temps, ils n'ont pas assez de temps et puis ils ont du travail. Exactement. Du coup, c'est important ça mélange loisirs créatifs, artistiques, métiers d'art et l'artisanat. Pour moi, j'ai enfin réussi à trouver les mots qui correspondent. Pour moi, un artiste, c'est vraiment quelqu'un qui va parler en espérant toucher un public de sa parole. Et l'artisan, un bon artisan, c'est quelqu'un qui va répondre à une demande. Donc il y a l'artisan qui parle, il y a l'artiste qui parle et l'artisan qui répond. Et le but du jeu pour l'artisan, c'est que la réponse soit meilleure que la réponse qu'on attendait. On attend une bonne réponse de la part d'un artisan, qui fasse bien le travail, mais si on peut faire un peu plus, c'est ça qui est bien. Et si on est sur un métier qui est un peu d'artistique, un peu de créativité, avoir le petit côté en plus, de dire oui c'est toujours possible, ça existe toujours, et c'est ça qui va être intéressant sur le... C'est peut-être ça qui va faire la différence.
Et le delta qui va amener le delta? Oui, en fait, il faut juste que quand on fait la pièce pour le client, ça pétille dans ses yeux, en fait. Après, c'est pas qu'on fasse sur un Zippo le Zippo coûte 50 euros, la gravure est faite 50 euros, mais c'est pour un cadeau pour le papa de quelqu'un et ça va lui faire plaisir. Et ben, il faut qu'il y ait autant de plaisir à faire ça, et c'est même plus important que ça finalement, qu'une pièce qui vaut les montres sur lesquelles j'ai travaillé à peut-être 400 000 euros, qui vont finir dans un coffre juste parce qu'on a acheté ça pour le prix. Qui est un objet de collection qui ne sort même pas certaines fois de l'étui et qui est juste dans l'acquisition parce que c'était la pièce numéro 1, l'édition numéro 1. Le luxe, c'est vraiment quelque chose qui crée une émotion. Et le luxe, vous pouvez l'avoir aussi bien dans une montre à 400 000 euros que juste prendre une tasse de thé sur la plage avec l'être aimé en regardant un beau coucher de soleil. Ça a duré un instant, c'était un moment de luxe et ça vous a pas coûté très cher. Ça peut-être juste aller après des petites vacances. Et en fait, faire comprendre ça et de dire qu'on peut proposer les deux, je trouve ça intéressant en fait. Et d'avoir surtout des objets en fait le but c'est d'avoir un sens. Je me souviens avoir vu par exemple qu'on avait travaillé en Suisse avec une marque qui fait des petits oiseaux mécaniques qui chantent, qui sifflent. Et je me souviens avoir l'émotion quand j'ai vu l'objet marcher devant moi. Enfin, le petit oiseau qui sort de la boîte et qui commence à siffler tous ses rouages. L'objet en soi, au niveau du design, je n'étais pas forcément OK avec. Mais le mécanisme, tout ça, c'était grandiose. Vraiment, c'était grandiose. Mais ça crée une vive émotion. Et j'aime beaucoup retrouver ça chez d'autres artisans. Et si moi, à mon tour, je peux arriver à faire ça, ça serait chouette. Oui, bien sûr, mais ça, en plus, tu as une vision un peu différente parce que quand on s'est rencontrés, tu as un discours qui est extrêmement vrai, il n'y a pas de faux semblants. Et alors, c'est ça qui est surprenant, qui est très attachant dans toi, ce que tu proposes. C'est que même pour un métier un peu ancien qui a des codes anciens qui remontent à la nuit des temps, tu as fait le gap à passer 2020 et sans problème, tu es dans l'actualité, tu fais des choses, tu te dis c'est pas simplement mon Zippo, c'est pas grave, c'est d'autres choses parce que je crée l'émotion et c'est là où c'est juste. Après, c'est la volonté. Après, est-ce que ça marche tout le temps? Il y a des fois, il y a aussi une question de coût. On aimerait faire mieux, mais sauf que proposer mieux, ça veut dire plus de temps. Donc ça veut dire il faut faire le juste prix. Après, je vois aussi, la gravure, c'est bon, je sais faire. Le dessin, je sais faire. Gérer une entreprise, j'apprends. Et ce qui est bien dans l'artisanat, enfin, quel que soit entrepreneur, c'est soit on gagne, soit on apprend. C'est ce qu'il faut garder comme. Je connais quelqu'un qui a le même discours. Merci Matt. Et en fait, c'est vraiment ça. Donc, il y a des jours, je rentre, je dis à ma femme, ça s'est bien passé. Non, j'ai beaucoup appris là. J'ai beaucoup appris. Voilà. Donc voilà, typiquement, se tromper sur un devis, faire ce genre de choses. Proposer quelque chose, on a passé par un prestataire, on n'est pas tout à fait content, mais on se dit que si jamais ça à refaire, voilà. En fait, on a une exigence, surtout quand on a travaillé dans le très haut de gamme, d'arriver à se dire, on redescend, mais on essaie de proposer le meilleur avec ce qu'on peut nous proposer comme budget. C'est quand même pas facile, c'est la quadrature du cercle, hein, de faire ce genre de choses. C'est là où il faut arriver à être... Il y a un côté un peu malin qu'il faut être... Parce que quand j'ai voulu me mettre en artisan, on m'a beaucoup m'ont déconseillé de le faire. Avant de m'installer, je suis allé voir beaucoup d'artisans pour savoir quel conseil ils donneraient à quelqu'un. Parce qu'on est toujours légitime pour quelqu'un. Là, moi, je suis légitime pour d'autres artisans qui commencent, qui n'en ont pas fait, parce que j'ai fait un peu plus de brasse dans la piscine. Mais dans la piscine de l'artisanat et de la création. C'était clair. Ma métaphore était claire. Mais du coup, apprendre de la part d'autres artisans, c'était très intéressant de dire, j'ai rencontré un artisan qui m'a dit, je te déconseille, moi j'ai pas vu grandir mes 2 enfants, parce que je faisais beaucoup d'horaires. J'ai dit, une des règles du coup, un de mes conseils, c'est d'arriver à pas faire plus de 40 heures par semaine et essayer de s'y tenir. Se faire payer justement. J'en ai discuté beaucoup sur ce salon avec d'autres petits jeunes qui s'installaient, côté comment on se paye, combien vous facturez ça. Le prix et la valeur, c'est un truc super compliqué. C'est donner le prix de son travail. En fait, c'est pas si compliqué que ça, je pense. Il y a plusieurs choses à rentrer en ligne de compte. Il y a la préciosité du matériau, il y a la rareté du métier, il y a l'expérience qu'on a, il y a la qualité qu'on propose, le budget du client. Et après, c'est par rapport, voilà, on veut être payé 2 000, 4 000 euros par mois. Imaginons dans l'idéal, c'est ça. Bon, on fait 2 000 euros par mois. Pour une entreprise, il faut que ça rapporte donc à peu près 6 000 euros par mois. Parce qu'il y a les charges, parce qu'il y a les impôts, tout ça. Donc voilà, 6 000, on multiplie par 12, on divise par 10, 5 parce que c'est à peu près 6 semaines de vacances et en cas où on est malade.
Bref, on arrive à des taux horaires qui sont à peu près à 40, 50 euros. Un artisan, c'est autour de 60 euros parce qu'on ne travaille pas tous les jours et il y a des moments où on travaille plus que ce qu'il ne faut. Donc on est à peu près sur des taux comme ça. À Paris, c'est peut-être 70, 80. Mais il y a quelqu'un qui un jour m'a fait un parallèle avec la mécanique, c'est-à-dire c'était un joaillier, il me dit mon taux horaire c'est comme le mécanicien parce qu'on accepte facilement ce taux horaire-là et je pourrais, alors après bien évidemment rentre en compte plein de choses, mais ça ressemble à ce que tu dis en tout cas, c'est assez exact. Et après, c'est aussi, moi j'ai aussi cette question toujours parce qu'on est, en général on est timide, on ne sait pas trop comment se vendre et c'est de se dire est-ce que moi j'accepterais de prendre ça à ce prix-là et on se dit je sais pas et tout ça, mais en même temps qu'on se rend compte que une tablette, ça coûte 1000 euros. Je pense que ça leur coûte 200 euros à faire. Donc voilà, après, c'est quel prix on est prêt à mettre. Quel prix on est prêt à mettre pour prendre sa petite boisson chaude sur la plage avec le soleil couchant. Quel prix on est prêt à mettre pour faire ça. Quel prix on est prêt à mettre pour un petit objet tel un Zippo, tel une montre de luxe. En fait, quel est le prix. Quelle est la valeur des choses, quelle est la valeur qu'on leur donne. Et puis après, c'est au choix, il faut avoir l'honnêteté. Je pense que le but, c'est pas d'entuber les gens. Parce que si on entube les gens pour faire son métier, c'est qu'on n'est pas fait pour faire ce métier-là, tout simplement. Essayer de s'entourer de gens qui soient sains d'esprit, dans leur tête. Faire des rencontres, aller voir, faire le tri, choisir les artisans qui travaillent, les clients avec qui on travaille. Moi, j'ai la chance, mes clients sont très bien, ils sont gentils, ils sont polis, ils comprennent. Il faut faire effectivement de la pédagogie. C'est pour ça qu'on vient sur un salon comme ça, réexpliquer que le métier existe. On peut faire des choses, faire des rencontres. Auprès des professionnels et auprès des particuliers, c'est ça aussi ? Oui, parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont passés en disant « Ah, le métier, il existe encore ». Ben oui, il existe encore. Et oui, il y a la machine qui existe, mais c'est différent. On peut faire des choses très belles avec la machine. Quand on me demande un logo sur une chevalière, je dis « Faites le machine ». Je peux vous le faire vectoriser, je sais faire. Il n'y a pas de problème. Je peux vous faire... Je n'ai pas la machine parce qu'elle coûte 20 000 euros et que j'ai pas ça à mettre dans une machine et que moi, mon objectif, c'est plutôt de montrer le travail fait main. Mais je sais faire. En fait, il faut avoir conscience de ce qui existe et trouver sa particularité. Oui, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, dans les bijouteries, si tu vas n'importe où, on te grave en 5 minutes quelque chose, une médaille, l'envers d'une alliance, etc. On le propose... La gravure est offerte. Voilà, la gravure est offerte, exactement, ça fait partie du packaging. Moi, j'ai vu dans les maisons où je travaillais que c'était un petit plus, des petites machines. Mais par contre, je peux te dire aussi que j'ai vu des gravures qui étaient faites à l'ancienne, qui au bout de 10 ans était toujours là, aussi épaisse, aussi profonde, et que moi, ma gravure qui a été faite pour le baptême de mon fils, elle apparaît presque plus. Si on fait du laser, ça va être, si c'est juste un flash laser ou en profondeur, mais profondeur, c'est-à-dire reprendre un peu derrière parce que ça va brûler le métal, donc ça va générer un petit morphile autour de la gravure. Ça peut être juste la pointe diamantée, donc c'est juste une griffure qui va... Il faut connaître ces métiers-là. Moi, j'ai travaillé en Suisse, du coup, avec ces différentes machines. On avait même un laser femto qui gravait dans le saphir. Ça, clairement, je peux pas le faire, moi, à la main. Je peux travailler le saphir, du coup, je commence à faire sur la gravure sur pierre. La glyptique, c'est encore un autre métier, c'est encore une autre technique, mais j'aimerais bien développer ça parce que si on est 15 graveurs en France à faire de la gravure héraldique, il doit y avoir 3 qui savent faire de la glyptique. On les connaît bien en plus. Mais en soi, sinon c'est l'Allemagne, ils sont très forts, mais ça serait bien de pouvoir proposer ça de temps en temps, ce petit plus en fait, de dire on est aussi capable de faire ça. Puis juste là, c'est parce que ça me plaît, ça reste proche de mon métier, ça me passionne aussi. Et donc toi, comment tu fais maintenant avec les pierres ? Est-ce que tu reprends des cours ou est-ce que tu es à l'aise avec ça ou tu t'entraînes pareil ? Tu as la méthode de base qui est toujours la même. Alors le problème de la glyptique, c'est que c'est très compliqué de savoir comment apprendre ça. Donc là, c'est une grande recherche. Si on me demande « j'aimerais bien apprendre ça, expliquez-moi », là, je le ferai pas tout de suite parce que ça a été un travail vraiment, je pense, de 5 à 10 ans où j'ai cherché à savoir comment on apprenait. J'ai lu des livres historiques sur comment ils faisaient ça autrefois. Poser des questions à des Allemands sans parler allemand, c'est un peu compliqué. Poser des questions à des personnes sur Instagram, rencontrer les quelques glypticiens qu'on a en France, glaner comme ça des informations, faire des expérimentations, se dire oui, ça marche mieux, ça marche bien. Aller voir quelqu'un, lui demander qu'est-ce que vous en pensez. Là au salon hier, j'ai rencontré un professeur qui a l'air d'être expert en glyptique. Coup de bol. On va rester contact, il va peut-être m'aider à pouvoir trouver de l'outillage un peu plus perfectionné que ce que j'ai, alors que ça reste un outillage ancien. Mais donc là, je suis vraiment dans la phase où il faut que... Pour l'instant, je ne propose pas la vente typiquement parce que je ne suis pas encore assez mûr. Ce que j'ai fait, j'ai montré ça à plusieurs glypticiens, ils m'ont dit « c'est très bien, on n'a rien à t'apprendre, c'est bien gentil, mais je sais moi que la qualité que je veux obtenir, là, j'ai pas fait assez de pièces. J'ai fait moins de 10 pièces pour l'instant, donc c'est pas suffisant.
J'ai vu sur la gravure, il faut faire des gammes. Donc pareil pour la glyptique, je me dis, dans 2 ans, je serai mûr et puis c'est pas grave. Le monde attendra mon génie. Ah, c'est pour ça. Mais voilà, après c'est... Et on me disait qu'on avait un contact en commun, c'était Philippe Nicolas, pour justement la glyptique. Philippe Nicolas, c'est un peu une des figures en France. Il y a également Bruno Lévesque à Tours, meilleur ouvrier de France de gravure, qui fait de la glyptique, qui est un des rares Français à faire ça et à faire même de l'héraldique en glyptique. Hervé Obigi qui fait plutôt sur des stylos, des pièces un peu plus grandes, table en marbre aussi, mais qui sont des glypticiens et que j'ai eu la chance de rencontrer, à qui j'ai pu poser des questions. Et puis ça permet un échange du fait que tu arrives. Surtout quand on arrive avec des pièces, en disant voilà ce que j'ai fait, qu'est-ce que vous en pensez en fait. Si on arrive sans rien en disant je veux faire votre métier, moi c'est pareil. Hier j'ai rencontré un jeune qui me dit je veux faire de la gravure, comment on apprend? J'ai dit mais vous voulez en faire pourquoi en fait? Oh pour le plaisir. Bon allez faire des cours du soir, mais enfin non, là il faut quand même avoir une volonté un peu plus forte, il faut quand même s'accrocher. C'est pas, faut quand même en vouloir avoir. Je dis pas que c'est un projet professionnel, mais c'est. Mais est-ce que tu vois des jeunes qui veulent apprendre, qui sont dans une démarche de dire ça me plaît Après, chaque parcours est différent. Toi, tu es passé par le dessin, mais d'autres peuvent être des joailliers qui s'intéressent. Est-ce que tu vois ça? Alors à l'école Boulle, ils ont il doit avoir une quinzaine d'élèves qui forment, qui sont un peu trop jeunes, je pense encore, pour vraiment savoir ce qu'ils veulent faire plus tard, mais qui forment à la gravure, donc Marc Robert. Il a beaucoup, ses cours du samedi pour adultes sont remplis, donc il y a une demande, mais après est-ce qu'on est dans du loisir créatif, est-ce qu'on est dans un projet professionnel, c'est à savoir, parce que certains c'est des bijoutiers qui veulent parfaire leurs compétences, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un besoin de graveur, et ils se disent autant faire les gravures moi-même, donc autant le faire. Là, moi, je fais depuis, c'est ma 3e année, une formation à l'Institut de bijouterie de Saumur. Je fais l'initiation en fait à des sertisseurs. Donc, ils ont 5 cours par groupe dans l'année, donc 5 cours d'une journée. Je fais 5 jours. Je leur dis, vous ne serez pas graveur en sortant. Mais si je peux vous donner juste le goût de ce que vous pouvez faire, ne serait-ce que vous apprendre les outils pour en faire vous, en tant que sertisseur, en tant que bijoutier, un outil supplémentaire. Parce que pour moi, la gravure, c'est ça, c'est un outil. Je reviendrai là-dessus. Oui, mais on en reparlera. L'idée, c'est leur montrer ce qu'on peut faire, ce que c'est que la gravure, pour qu'ils puissent être exigeants avec leur graveur. Parce que le but du jeu, c'est qu'on se tire les uns vers les autres, vers le haut, pas qu'on stagne. Donc, leur montrer. Ni qu'on se tire dans les pattes. Donc, je commence en général le premier cours à leur montrer des images de gens que j'admire en termes de graveur, en disant voilà ce qu'on peut faire. Voilà, on peut graver sur armes, on peut graver sur des montres, on peut graver sur plein de choses. Voilà ce qu'on peut faire. Tester pendant 5 jours et regarde à la fin et vous allez avoir un autre regard sur ces pièces que je vous ai montrées, c'est les mêmes. Je vais pas changer mon PowerPoint, c'est la même chose. Mais du coup on se dit ah oui alors ça c'est compliqué, je comprends pourquoi parce que du coup j'ai testé et on comprend mieux en fait. Pour expliquer la gravure, il n'y a rien que mieux de donner un outil affûté à quelqu'un, une plaque de cuivre et vas-y essaye et plante-toi les outils dans les doigts. Tu verras c'est pas facile. Essaye de faire des ronds, tu verras, ça sera plus compliqué. Après je pense surtout que c'est un outil. Moi souvent les gens me disent ah mais votre métier c'est une passion. Non, c'est pas un métier passion. Moi, je suis pas dans cette optique-là. Pour moi, c'est un moyen de m'exprimer supplémentaire. C'est une corde de plus à mon arc. Je sais faire du dessin, je sais faire de la gouache, je sais faire de l'infographie, je sais faire de la 3D. La gravure, c'est un moyen de m'exprimer. Il se trouve que c'est un métier qui est rare. Donc, c'est plus facile d'être le meilleur quand on est 5 que quand on est 5000. Donc, c'est plus facile de sortir son épingle du jeu et de pouvoir générer un salaire, tout simplement. Pouvoir proposer des choses nouvelles en plus avec quelque chose qui est un peu ancien et de pouvoir essayer de le moderniser. Ça, c'est quelque chose qui me plaît aussi. Donc je prends vraiment beaucoup de plaisir à graver. Mais c'est pas l'action même, c'est plutôt de faire quelque chose, un objet unique que quelqu'un d'autre ne pourra pas proposer, ça me plaît. Et du coup, il y a ma personnalité. Ta patte, ta signature et des choses comme ça. D'une certaine façon, oui. J'avais vu un TEDx où une jeune fille avait dit faire de sa personnalité une valeur compétitive. Et on est exactement là-dedans. Celle-là, je vais la retenir. Est-ce que tu peux me parler de ton outillage? Parce que hier, quand on s'est vu, tu en as parlé et c'était assez intéressant. Alors moi, j'ai des outils traditionnels hyper anciens. C'est-à-dire, c'est juste un bout d'acier affûté, emmanché dans un petit manche en bois. Donc ça, c'est juste ça. Après, il y en a de toutes les formes, des triangulaires, carrés, ronds, qui pointus, qui sont agressifs, qui sont un peu plus ronds. Donc ça, c'est les échoppes, les burins. Donc ça va être plutôt ce genre de choses. Aujourd'hui, il existe des échoppes pneumatiques.
Donc là, l'outillage que j'ai, on peut en parler, c'est Bouger Pèlerin qui nous a fourni gentiment ce matériel. Ils nous font c'est adorable, ça m'évite de me travailler notamment tout mon outillage extrêmement lourd à un salon. Donc vraiment merci à eux. Et du coup, ça me permet aussi de tester un peu leur matériel. Et là, c'est un burin pneumatique qui permet en fait par une arrivée d'air en fait de faire bouger un piston qui va permettre de rentrer dans le métal. Celui-là, je suis pas très à l'aise, j'en ai un autre, mais qui me permet par exemple de rentrer dans l'acier. Quand je travaille sur des montres, ça me permet parce que la gravure sur arme, c'est de l'acier. Et en fait, c'est une école belge et aussi avant, on avait Saint-Étienne, ça a fermé malheureusement. On avait un vrai savoir-faire français qui s'est perdu, typiquement, en gravure. Même si c'est Saint-Étienne et qu'étant lyonnais, c'est difficile de parler de cette ville. Oui, ça c'est autre chose, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Le côté, en fait, ça se travaille avec des outils plus comme des burins, comme la gravure sur pierre, en fait, avec un marteau et un burin à acier debout et on tourne autour de la pièce. Le burin pneumatique va permettre d'avoir la qualité de ces gravures-là en ayant en pouvant travailler avec nos échoppes, en ayant la même sensation avec la pression de la paume. On va pouvoir rentrer dans le métal. Ça sert à rien dans une alliance, dans une médaille de baptême. Typiquement, c'est trop puissant. Mais je vais pouvoir décaisser des blasons, par exemple, où ça va me permettre de travailler sur des montres. Ça, c'est chouette, sur de l'acier, sur d'autres supports que je ne pouvais pas faire jusqu'à présent. Ça fait à peu près une demi-heure qu'on est ensemble. Oui. On a découvert ce métier-là. Moi, de toute façon, hier, j'étais passée et j'avais eu un coup de cœur sur cet établi. Donc je suis très heureuse de te rencontrer, je suis très heureuse qu'on ait pu en parler. Pareil, ça fait partie des métiers, en plus avec une touche sur le métal, sur la pierre, il y a de la glyptique, il n'y a pas que des bijoux et on sort un peu, on est dans l'atelier mais on sort un peu du bijou, c'est ça qui me plaît. Y a ça, et puis je repensais aussi à autre chose, on parlait de la modernité du métier. Et notamment, là, c'est un salon, ça permet de s'ouvrir quand même localement sur Paris. Et on a vu il y avait des Italiens qui venaient, il y avait un peu de tous les pays européens qui sont venus à ce salon. Ce qui aide aussi, ça va être les réseaux comme Instagram. C'est très intéressant parce que ça m'a permis de discuter avec des graveurs qui étaient en Californie, qui sont en Australie. C'est génial aussi parce que on montre un peu ce qu'on fait, c'est comme un portfolio. Ça permet pas pour autant d'avoir forcément des clients, parce que les clients qui sont sur Instagram ne sont pas forcément mes clients, ma clientèle, mais ça permet déjà de... Une fraternité, il y a une confrérie, il y a un lien entre... Un lien, mais en fait, c'est plus facile d'aller voir un artisan en disant « Regardez, je fais un truc cool, vous faites un truc cool, on fait un truc cool ensemble. » C'est bon ça. Et en fait, sur Instagram, il y a ce côté-là, en fait. C'est-à-dire que moi, je poste des choses de ce que je fais. Je sais que ça peut être à peu près intéressant parce que j'ai un peu l'œil du graphiste aussi. Je sais ce qui peut fonctionner un petit peu. Alors, je sais pas, une jolie fille blonde à mettre en bikini à faire de la gravure, ça marcherait 10 fois mieux si je faisais ça. Mais en soi, le métier de rencontrer plein d'artisans, en plus quand on commence à aller voir tel ou tel artisan, les algorithmes sont faits de telle façon qu'on va nous proposer des choses qu'on aime bien, qui vont nous faire découvrir d'autres choses. Potentiellement, nous, on va être dans la boucle de quelque chose d'autre. Et en fait, rien que ça, rencontrer d'autres artisans, voir ce qui se fait un peu à l'étranger, sortir de son atelier par ces biais-là, juste ça, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est une façon de moderniser son métier. Et de montrer ce qu'on fait en fait sans être juste dans un esprit de comment je peux vendre mieux, c'est pas ça. Les gens viendront s'il y a besoin, si ça vaut le coup, si on travaille, parce que c'est quand même un travail, il faut travailler quoi, c'est un acharnement. Essayer de faire mieux. C'est la devise de Vacheron Constantin, faire mieux si possible et c'est toujours possible. Ah, je la connaissais pas celle-là. Frédéric Constantin j'espère que c'est bien Frédéric. Et elle est magnifique cette devise. C'est faire mieux si possible et c'est toujours possible. On va s'arrêter là parce que là on peut pas faire plus et mieux. Là je suis un peu sensible, mais là moi je connais ma limite. En tout cas merci beaucoup pour cet entretien Thomas et le fait que l'on ait pu se rencontrer de manière impromptue comme ça. Et puis je mettrai toutes les infos sur mon site que tu vas me donner. Très bien. On fera comme ça. Merci.